reste une dernière candidate. J'appelle donc Emma Rafovitz. Représentante, présidente des Jeunes Socialistes et représentante de Place Publique qui représente Glucksmann, M. Glucksmann, Raphaël Glucksmann. Voilà, dernière candidate aujourd'hui. On a eu 4. Il y en aura demain dans notre deuxième débat. Et y a-t-il des étudiants, des jeunes, comme on dit? On a 2 jeunes qui vont venir m'interroger. On a Maë Bouteille, vice-présidente de Jeunes Femmes. Oui, on peut l'encourager. Et on a également Axel Barrière, étudiante. Mademoiselle, prenez place. En face de vous, le public. À ma gauche, la candidate qui vous pourrait poser toutes les questions que vous souhaitez pendant 30 minutes. Voilà, donc les règles ne le changent pas. Merci de me donner la main là-dessus. Effectivement, 30 minutes, 3 minutes de présentation, ensuite des questions qui vont fuser de la part des jeunes, éventuellement du public, et 2 minutes de conclusion. C'est à vous. C'est à vous de vous présenter. Je vais vous donner avec un micro. C'est toujours plus simple. Le voici. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Emma Rafovitch, je suis présidente des Jeunes Socialistes et en effet, je suis candidate sur la liste de Raphaël Glucksmann en 8e position. Déjà, vous remercier pour votre invitation et pour cet événement qui me semble extrêmement important. Il nous permet de discuter, d'échanger ensemble et je m'efforcerai d'être courte sur cette première séquence afin de vous laisser surtout le temps de l'échange. Aujourd'hui, en Europe, nous sommes face à une situation qui est celle, mais aussi évidemment souvent en France, de l'invisibilisation des personnes en situation de handicap et des problématiques qu'elles rencontrent au quotidien. Ce que je crois et ce que nous croyons avec Raphaël Glucksmann, c'est que si nous voulons avancer vers plus d'égalité, vers moins de discrimination en Europe, nous devons à tout prix prendre en compte cette question spécifique de l'inclusion des personnes en situation de handicap, en parlant de tous les handicaps, visibles comme invisibles, mais aussi de parler d'inclusion. On a pu, grâce à Helena Dalli, qui était notre commissaire européenne socialiste en charge des questions d'égalité, avancer vers des plans de lutte contre les discriminations qui visaient les personnes en situation de handicap. Mais ce que je crois, c'est que nous devons aller beaucoup plus loin, en créant une commission au sein du Parlement européen qui traite de ces sujets spécifiques, qui puisse avoir une approche transversale, mais qui pour autant s'intéresse spécifiquement à ces sujets. De la même manière, il faut aussi qu'on ait un commissaire européen ou une commissaire européenne qui puisse travailler de manière forte là-dessus. Et ce que je veux dire également, c'est que j'ai entendu très rapidement, avant d'entrer et de vous parler, que cette question est une question qui rassemble. C'est vrai, souvent. Mais ce n'est pas tout à fait le cas sur l'ensemble de l'échiquier politique. Et moi, j'aimerais vous alerter sur le risque de l'extrême droite, qui aujourd'hui, on le sait, est en tête des sondages en France, et je veux le dire, en Europe. L'extrême droite s'est abstenue ou a voté contre à chaque fois qu'au Parlement européen, des propositions fortes étaient faites pour améliorer les conditions de vie, les conditions d'études, puisque j'ai entendu qu'on va aussi parler de jeunesse, mais aussi la question de la dignité au quotidien des personnes en situation de handicap. Je ne veux pas qu'on pense que parce que ça rassemblerait, ça rassemble. Ce n'est pas vrai, c'est un combat politique, et c'est un combat politique que nous avons envie de mener avec Raphaël Glucksmann dans les prochaines années au Parlement européen, en associant, c'est important de le dire, en associant les associations et les personnes concernées. C'est un combat en tout cas que j'ai envie de mener aux côtés de Raphaël Glucksmann. Voilà, merci pour cette présentation. Ben voilà, on passe aux questions-réponses. À vous de jouer. Oui, bien sûr. Alors, moi, ma première question porte sur donc, la mobilité internationale. C'est vrai que la mobilité internationale pour les étudiants est une expérience très valorisante et valorisée. Et certains étudiants en situation de handicap peuvent abandonner leur projet de mobilité pour des raisons d'adaptabilité dans le pays qui les accueille. Et donc, ma première question est... qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la mobilité européenne pour les personnes en situation de handicap ?
Aujourd'hui, vous l'avez dit, le vrai problème auquel on fait face, c'est cette absence parfois de continuité d'un pays à un autre pour un étudiant, une étudiante, ou même pour beaucoup de gens au quotidien. Aujourd'hui, les projets de mobilité étudiante, comme Erasmus+, mais aussi comme le programme de volontariat européen, sont évidemment des programmes qui sont bons, qui sont aussi des symboles de ce qu'est l'Europe depuis maintenant des années, mais ça ne suffit pas. Parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, parce que c'est pas que des étudiants, en réalité les projets de mobilité, c'est aussi les jeunes de manière générale, se disent, quand ils sont confrontés à ces projets-là, ce n'est pas pour moi. Et ce n'est pas pour moi, c'est quelque chose qui concerne les étudiants qui sont évidemment souvent en situation de handicap, parce que la question de l'aménagement au quotidien, là où ils sont, se pose, parce qu'ils ont peur, parce que ce sont aussi parfois des personnes qui sont concernées par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, plus que par d'autres. Et ce que nous croyons avec force, c'est que déjà, il va falloir déployer de manière massive les accompagnements au quotidien vers ces programmes comme Erasmus+, ou le programme de volontariat européen. Parce qu'aujourd'hui, ces programmes, ils existent. Les subventions, elles existent. Les bourses, elles existent. Le sujet, c'est comment est-ce que l'information arrive jusqu'aux étudiants, et même au-delà de l'information, comment l'envie, le seul fait d'y penser, arrive jusqu'aux étudiants. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, il existe des structures, comme par exemple les Europe Direct, dans plein de territoires. Mais souvent, c'est 2 ou 3 personnes pour un département entier, donc qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la capacité humaine d'aller vers les jeunes et d'aller leur expliquer tous les programmes qui sont à leur disposition. Donc ce que nous proposons, avec Raphaël Glucksmann et notre liste Réveiller l'Europe, c'est d'intensifier et de déployer de manière massive tous ces programmes. Mais aussi, il faut pouvoir avoir un nouveau volet de financement d'Erasmus+, pour les personnes en situation de handicap. Parce que si, aujourd'hui, on ne crée pas, mais de manière visible, dans le budget d'Erasmus+, et du volontariat européen, cette obligation de travailler à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, je pense qu'on ne fera pas mieux. Et donc il faut à la fois déployer pour les personnes qui accompagnent les programmes, mais aussi ajouter cette spécificité-là dans les engagements et les missions d'Erasmus+, et du volontariat européen. Voilà pour la réponse à cette première question. La deuxième ? Merci beaucoup pour ces réponses. Et sur ces questions d'Erasmus et plus globalement, on sait qu'il y a un gros enjeu sur l'accessibilité de l'Union européenne pour les personnes en situation de handicap. Il y a différentes normes qui existent, donc à la fois sur l'accessibilité numérique, mais aussi sur l'accessibilité des transports, des bâtiments. Malheureusement, ces normes, elles sont pas suffisamment respectées, elles sont parfois même pas du tout respectées. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elles le soient davantage? Et plus globalement, comment est-ce qu'on peut garantir une accessibilité universelle de l'Union européenne pour les personnes en situation de handicap? Alors, du coup, très 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 vaste question. Je vais vous proposer de répondre à la question de comment est-ce qu'on permet aux normes d'être respectées avant de penser aux nouvelles normes. Parce que je pense qu'on a encore du chemin en réalité, et que tout n'est pas encore tout à fait réalisé. Mais c'est vrai, si déjà les normes étaient respectées, on serait déjà quelque part qui est un meilleur endroit que là où nous sommes aujourd'hui. Et je veux le dire pour ces normes-là, mais comme en réalité pour d'autres normes sociales, environnementales, et c'est notre projet. Aujourd'hui, nous devons oser parler de sanctions à l'intérieur de l'Union européenne concernant des pays qui ne respectent pas sciemment, parce que parfois ils le font de manière politique et de manière voulue, certaines normes. Quand je pense par exemple aux discours handiphobes qui ont pu être tenus par Viktor Orban à certains moments ou par d'autres responsables de l'extrême droite ou de la droite européenne, je pense qu'il faut que nous disions que, au-delà d'être évidemment inhumain et anormal, ce qu'ils font est illégal. Ce qu'ils font est illégal, et que s'il y a eu des batailles sociales, des batailles juridiques, des batailles politiques pour gagner de nouveaux droits pour de nombreuses personnes, eh bien ces nouveaux droits, il faut faire en sorte qu'ils soient respectés et appliqués. Donc oser parler de sanctions. Et ensuite sur la question de l'accompagnement et de comment est-ce qu'on va jusqu'à l'accessibilité universelle. Il y a plusieurs échelons pour opérer cette accessibilité. On parlait par exemple de la question des transports à l'instant, on pourrait parler aussi de l'éducation nationale, on pourrait parler de beaucoup d'autres endroits. Tous ne sont pas ces niveaux dépendants d'une compétence européenne. Par contre, moi quand j'observe parfois la mauvaise foi de certaines collectivités territoriales qui se refilent la patate chaude de la question de l'accessibilité au quotidien, je pense que cela demande à la fois
une vraie rigueur politique dans l'analyse qu'on fait de ces réalités, mais aussi d'avoir des réalités budgétaires d'accompagnement. Parce que quand aujourd'hui, il s'agit de couper un budget d'une collectivité, les premiers budgets qui sautent sont ceux de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre la discrimination, de la culture, du sport et la question de l'accessibilité. Avant de retrouver nos jeunes pour quelques questions, il y en a une du public qui vous demande comment envisagez-vous le vote des lois concernant les jeunes en situation de handicap au niveau des instances européennes, alors qu'ils sont très peu présents. Le fait de prendre des décisions à leur place ne participerait pas justement à leur invisibilisation? Ça pose la question de la démocratie et de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que chacune et chacun aille aux urnes. Cette question, d'abord, elle touche les jeunes de manière générale qui sont plus abstentionnistes que la moyenne de la société. Et ensuite, et pour lutter contre l'abstention, moi je vous avoue que ce que je crois très profondément, c'est qu'il va falloir redonner confiance en l'action politique et en la capacité aux politiques de changer la vie et de l'améliorer au quotidien. Mais pour la question des jeunes en situation de handicap, on a d'autres problèmes spécifiques. Notamment, comment est-ce qu'on va, parfois physiquement, jusqu'aux urnes? Comment est-ce qu'on est amené à prendre des décisions? Par exemple, l'accessibilité des programmes, l'accessibilité de ce qu'on raconte au quotidien. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on permet à des jeunes, même pas à des jeunes, à des personnes en situation de handicap d'être inclus dans la vie citoyenne au quotidien? Moi, je vais vous donner des exemples que je trouve intéressants. Quand on parle de démocratie, il y a plusieurs choses. Il y a celui de la concertation dans une ville, dans un sondage, comment est-ce qu'on fait les choses, etc. Il y a la question du moment du vote. Aujourd'hui, moi, je ne trouve pas ça normal que certaines réunions aient lieu dans des lieux qui ne sont pas accessibles. On le fait, on le sait, et cela n'est pas tolérable, il faut le dire avec beaucoup de force. De la même manière, il est aujourd'hui, je pense, nécessaire d'accompagner davantage les personnes en situation de handicap dans la vie citoyenne et dans l'engagement. Je le dis là en tant que présidente des Jeunes Socialistes, je pense sincèrement que c'est un impensé de beaucoup sur comment est-ce qu'on arrive à inclure des profils différents dans le sens large et diversifié dans la vie politique. Là-dessus, moi je vous avoue que je suis très preneuse de différents échanges avec vous et avec vos associations sur comment est-ce qu'on fait pour que des jeunes se sentent peut-être plus impliqués et surtout peut-être mieux accueillis et plus désirés dans la sphère politique. Mais je pense qu'on a beaucoup à faire en effet. Merci, je vous redonne la parole. Et alors ma deuxième question porte sur la garantie européenne pour l'emploi et les compétences que vous portez avec donc la liste de Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous détailler davantage cette garantie, comment elle serait mise en place, quelle autorité la superviserait? Enfin voilà, un peu plus de détails sur cette mesure. Merci infiniment pour cette question, parce qu'elle me permet de vous donner un nom important dans notre campagne, qui est celui de Nicolas Schmit. Alors, vous ne connaissez pas Nicolas Schmit, c'est sans doute normal. Nicolas Schmit, c'est le commissaire européen en charge de l'emploi au niveau de la Commission européenne, et c'est notre candidat pour la présidence de la Commission européenne. Ce projet de garantie d'emploi, c'est un peu son bébé, mais c'est aussi le nôtre, à nous socialistes français, et je vais vous dire pourquoi. Il existe dans la région Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, dans la petite ville de Rezé, pour celles et ceux qui la connaissent, le premier laboratoire qui s'appelle Zéro chômeur de longue durée. Ce programme et ce projet qui a essaimé partout en France est un programme qui permet d'accompagner des personnes qui ont été éloignées de l'emploi pendant de longues années vers l'emploi, en partant d'un principe qui est réel et qui est constitutionnel, qui est que chacun ou chacune a le droit à un emploi. On a le droit, toutes et tous, à un emploi. On sait à quel point c'est important pour la vie sociale, pour la vie au quotidien, évidemment pour subvenir à ses besoins. Eh bien, nous, ce que nous disons avec Nicolas Schmit et avec ce projet Zéro chômeur de longue durée en France, c'est qu'aujourd'hui, chacune et chacun peut travailler. Mais que l'emploi et le monde du travail n'est aujourd'hui pas adapté à toutes et à toutes. Et donc, ce qu'il faut qu'on construise, c'est un monde du travail qui puisse garantir à chacune et à chacun à la fois un emploi digne, c'est-à-dire qu'il soit rémunéré de manière digne, mais aussi qu'il soit accessible et adapté, que ce soit en termes d'horaire, en termes d'accessibilité. Et donc, c'est tout un programme massif
Il a déjà été doté de plusieurs dizaines de millions d'euros lors du dernier mandat au Parlement européen. Et si demain on gagne l'élection, l'idée c'est qu'il ait davantage encore de soutien, qu'il puisse aller dans les territoires, au cœur de nos villes, au cœur de nos villages, au cœur des endroits où les gens ont été privés de l'emploi. Et évidemment, ça concerne beaucoup de personnes en situation de handicap, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la question de l'inactivité est plus importante dans ces publics-là que dans le public global. Quand on parle à Rezé ou dans d'autres dispositifs personnes zéro chômeur de longue durée, on est évidemment confronté très rapidement à cette question-là. Demain, ce qu'on dit vraiment très clairement, c'est que personne ne peut être privé d'emploi. On parle de privation d'emploi et on a toutes et tous droit à un travail et c'est ce qu'on porte avec cette proposition-là de la garantie d'emploi en Europe. D'accord, et qui piloterait cette mesure Le commissaire européen en charge de l'emploi. Aujourd'hui, c'est Nicolas Schmit, du coup, qui est commissaire. Alors demain, je peux vous dire, je ne sais pas exactement quelle sera son équipe et son gouvernement. Il m'a pas encore fait la cachotterie, mais ce sera évidemment piloté par le commissaire européen en charge de l'emploi et évidemment ensuite réparti dans les pays de l'Union européenne. C'est un objectif global. Toujours 30 secondes pour une question et 2 minutes pour une réponse. Enfin, on essaye, hein. Moi, je suis trop loin. On va essayer d'être rapide alors. Vous prenez avec la liste PS Place Publique une Europe féministe. Votre candidat Raphaël Glucksmann s'est beaucoup battu, en tout cas médiatiquement, pour une reconnaissance du viol à l'échelle européenne qui serait basée sur l'absence de consentement. Concrètement, on sait qu'aujourd'hui en Europe, il y a énormément de femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. À titre d'exemple, en 2018, c'était 348 000 violences sexuelles qui ont été enregistrées en Europe. On sait que les personnes en situation de handicap sont particulièrement victimes de ces violences. Pour ressortir un chiffre, près de 90% des femmes qui sont atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme sont victimes de violences sexuelles. Concrètement, quelle solution est-ce que vous envisagez à l'échelle européenne pour stopper ces violences ? Alors d'abord, parler de l'hypocrisie macroniste en matière de consentement. Parce qu'aujourd'hui, les macronistes ont d'abord bloqué l'évolution de cette définition européenne du viol qui voulait inclure la question du consentement. Pour quelques semaines plus tard, Emmanuel Macron, dans un élan peut-être de gentillesse vis-à-vis des femmes du monde entier, dire que peut-être il faudrait qu'on pense à inclure cette notion de consentement quelque part. Moi, j'ai envie de dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'une femme ait peur quand elle doit aller au commissariat pour porter plainte. Qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité, parce que nous ne sommes pas une minorité, nous sommes la moitié, un peu plus, 52%, que nous ayons peur au quotidien quand nous ayons affaire à être confrontés à ces discriminations auxquelles nous faisons face et surtout à comment elles se règlent. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et pas très loin d'ici, il y a de l'espoir en Espagne. Alors, Pedro Sánchez, tout à l'heure on a parlé de présidence en 2023 du Parlement de l'Union européenne. Pedro Sánchez a fait quelque chose d'assez incroyable en Espagne. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Vous allez me dire, il a répondu positivement aux demandes des organisations féministes. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a financé massivement la justice. Qu'il a créé des juridictions spécialisées pour traiter des violences sexistes et sexuelles, qu'il a défini différemment la question des violences en lien avec les associations, les personnes au quotidien qui s'occupaient de ces questions-là. On a gagné beaucoup de choses en Espagne. En France, on a aussi gagné un truc l'année dernière. On a gagné... grâce à Laurence Rossignol, sénatrice socialiste notamment, mais aussi à de grandes féministes, de toute la gauche d'ailleurs, on a gagné l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais en fait, quand on met ça bout à bout, on se dit, il y a ça en France, il y a ça en Espagne, etc. Le compte peut-être à la fin peut y être. Si féministes du monde entier, unissez-vous, ça marche, on peut peut-être le faire. Et donc là, il y a un combat que nous on mène, et qu'on va mener lors de ce prochain mandat au Parlement européen, c'est le combat de Gisèle Halimi. Le combat de Gisèle Halimi, c'est la clause de l'européenne la plus favorisée. C'est faire en sorte que les droits des Espagnols soient les droits de toutes les femmes ensuite, que les droits des Françaises deviennent les droits de toutes. Et évidemment, ça concerne aussi les personnes en situation de handicap. Les victoires pour une, c'est des victoires pour toutes. Et je pense que c'est un combat important. Une question du public qui dit comment l'Europe peut utiliser des leviers pour rendre la culture accessible. Par exemple, 8% des livres sont en braille. Le sujet a été abordé pour la dernière fois en 2012. Posez le sujet.
Moi, je pense qu'en réalité, quand on a aujourd'hui tous ces débats-là, ces questions-là, par exemple, ne sont pas clivantes. Mais on en revient à ce qu'on disait au début de cet échange. Le vrai problème aujourd'hui auquel on fait face, toutes et tous, c'est l'invisibilisation de certains combats et l'incapacité pour les responsables politiques de les poser à l'agenda. C'est-à-dire qu'en fait, tout est question de volonté politique. Parler d'accessibilité de la culture, parler d'accessibilité des transports, l'accessibilité des programmes scolaires, tout cela, en réalité, je dois vous le dire, sont à mon avis des batailles culturelles gagnées, la plupart du temps, quand on en parle autour de nous, quand ces sujets sont abordés. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est le volontarisme politique qui amène ces sujets à être posés dans le débat. Donc quand on parle de la traduction, de l'adaptation, de l'accessibilité, ce que je pense très sincèrement, c'est qu'on a besoin de plusieurs choses. Un, déployer les volets économiques qui permettent aujourd'hui aux entreprises qui s'occupent de ces travaux-là de se déployer et d'être soutenues par l'État et par l'Union européenne. Il existe aujourd'hui des fonds européens colossaux qui peuvent être mobilisés. Et je pense qu'ils doivent être mobilisés spécifiquement sur ces questions-là. Et le fait notamment de créer une commission spéciale et une commissaire européenne, vous avez compris, dans ma tête c'est déjà une femme, sur ces questions-là, je pense que ça peut marquer les esprits et que ça peut clairement orienter des choses. Mais globalement, ce qu'il manque, c'est, comme pour beaucoup de sujets en réalité, la volonté politique. Et voilà, déjà la dernière question. Qui de vous deux, mademoiselle? Ça marche. Bon, on avait pas mal abordé le sujet des droits humains, peut-être sur un autre sujet qui est quand même majeur à l'échelle européenne, la question de l'urgence écologique. On sait que face à cette question, le développement du train, c'est un enjeu majeur et une solution. Maintenant, développer le train, c'est bien. Le rendre accessible aux personnes en situation de handicap, c'est mieux. Qu'est-ce que vous proposez pour harmoniser les prestations d'accompagnement dans les trains qui circulent dans l'Union européenne pour que toutes les personnes en situation de handicap puissent les utiliser ? Aujourd'hui, vous avez raison, il faut complètement développer le train. Nous, on est pour un développement du rail, et je me permets aussi, parce qu'on parle de jeunes, de développer ce qu'on appelle le pass éco-rail pour pouvoir voyager à travers toute l'Europe, parce que c'est en voyageant qu'aujourd'hui aussi on peut comprendre ce qu'est être européen, aussi à travers la culture. Alors ce qu'on propose avec Raphaël Glucksmann, c'est de créer un service européen d'accompagnement sans frais supplémentaires en gare, de toutes et tous, mais aussi à l'aéroport, parce qu'il y a aussi le sujet d'ailleurs de l'accompagnement sur l'aérien, même si vous avez raison, écologie, mais il faut tout rendre accessible. Donc c'est ce qu'on propose. Ensuite aussi de permettre aux personnes aidantes et aux accompagnateurs d'être accompagnants avec des billets qui soit au maximum à 10% du billet plein tarif. C'est notre deuxième grosse proposition sur le sujet. Et ensuite, de permettre évidemment à tous les animaux d'assistance et à tous les chiens guides d'être présents en accompagnant des personnes sans frais supplémentaires, de manière gratuite, et de la même manière de bénéficier aussi de cet accompagnement en gare et à l'aéroport qu'on propose. Voilà, je pense que, j'allais dire, on a fait le tour de la question. Non, il y a forcément plein d'autres sujets. Par contre, il vous reste 2 minutes, c'est déjà ça. 2 minutes pour conclure, c'est donc plus une question, mais un passage de témoin. C'est à vous de clôturer cette séquence. Ok. 2 minutes, c'est court et c'est long, donc je vais essayer d'être rapide. Mais vous dire peut-être que cette élection du 9 juin, c'est une élection qui est essentielle. C'est une élection qui est essentielle pour tous, et c'est une journée qui va être historique. Historique parce que les Européennes, les Européens, ils sont face à un choix. Un choix entre 3 voies. La première voie, c'est celle du statu quo, celle de rester dans la situation dans laquelle on est, qui n'est pas très satisfaisante au quotidien, celle des inégalités, du libre-échange, de la précarisation des personnes et de beaucoup de gens. La deuxième voie, c'est celle de l'extrême droite, celle du recroquevillement, celle qui dit que demain, les uns sont les ennemis des autres et que l'Union européenne, elle a à se définir en termes de validité, en termes de couleur de peau et en termes de religion. Et il y a une troisième voie qui est celle de l'égalité. Et l'égalité, c'est ce qu'on porte avec Raphaël Glucksmann et les socialistes. On est aujourd'hui à 30 sièges du premier groupe au Parlement européen. Si on arrive à devenir le premier groupe, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a la présidence de la Commission européenne et on a enfin les manettes pour faire tout ce qu'on s'est dit là ce soir.
Si l'Union européenne, elle reste à droite, ou si on a une alliance entre la droite et l'extrême droite, puisque c'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, alors rien ne va changer. Donc moi j'espère vous avoir convaincu. Le 9 juin, c'est le vote efficace. C'est pour Raphaël Glucksmann. Et puis surtout, dernier mot, engagez-vous dans les partis politiques. Moi je serais ravie d'avoir certaines et certains d'entre vous au Parti Socialiste et aux Jeunes Socialistes. En tout cas, à très bientôt et merci pour ce débat. Merci beaucoup Emma Rapovic d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venue. Merci Axel Barrière et merci excusez-moi, et merci Maë d'avoir posé des questions.